Pensée par Binge Audio. À de très rares moments d'accalmie près, le Moyen-Orient vit depuis des décennies au rythme des violences, des guerres, des attentats. Certes, pas toujours au même endroit. Et si l'essentiel de l'attention est en ce moment porté sur le conflit qui oppose Israël à ses voisins directs, la guerre s'est invitée un peu partout dans la région au fil du temps. En Irak, au Liban et évidemment en Syrie. La guerre en Syrie, démarrée officiellement en 2011 et terminée officiellement là aussi depuis la fin d'année 2024, fut un conflit tentaculaire impliquant des dizaines de belligérants opposant le dictateur Bachar al-Assad à une rébellion populaire rapidement prise de vitesse par des groupes armés djihadistes dont le plus fameux est bien sûr l'État islamique. Si ce dernier a fini par perdre la main, tout comme Bachar al-Assad, et si la Syrie tente depuis 2 ans maintenant de retrouver le chemin de la paix sous la houlette de son nouveau dirigeant Ahmed al-Shara, les stigmates de ces 13 années de guerre d'une violence totale sont loin d'être oubliés. Ce conflit, ils ne sont qu'une poignée de journalistes occidentaux à l'avoir couvert au long cours. Parmi eux, Sophie Nivelle-Cardinal, grand reporter, lauréate en 2016 du prix Albert Londres. En 2021, 10 ans après le début de la guerre en Syrie, elle avait accepté de venir nous raconter son travail, ce qu'elle avait vu et compris de ce conflit qui semblait ne jamais devoir finir. Un récit que je vous propose dans les prochaines semaines de découvrir ou de redécouvrir. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Je sais pas si t'aimes bien ce terme de reporter de guerre, je suis pas certain. Mais pourquoi t'es devenue ce qu'on appelle une reporter de guerre ? Un peu par hasard. J'avais pas de velléité de devenir reporter de guerre, d'aller couvrir des guerres. Je suis allé couvrir des manifestations qui sont devenues des guerres et en fait j'ai continué à couvrir ces événements. Et le paradoxe, c'est que je me suis sentie à ma place, ce qui est une idée un peu dérangeante de se sentir à sa place sur un terrain de guerre. Après, dans le reportage de guerre, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le reportage, c'est le journalisme et c'est pas la guerre. Il y a une image très romanesque du reporter de guerre, qui est en général un homme, le visage un peu buriné, avec un gilet à poche et une écharpe aussi, très important. Il y a une vérité, il y a toujours un fond de vérité dans le cliché. Et oui, le gilet à poche et avoir plein de poches, c'est quand même très très utile quand on est en reportage, parce que plus encore maintenant avec les téléphones, plus si vous avez du matos, quand vous avez une caméra, ben oui, il faut pouvoir avoir les cartes, les batteries, le foulard aussi, c'est très utile un foulard. Quand il fait chaud, quand il fait froid, pour si vous avez l'occasion de prendre une douche, ça peut servir de serviette, si vous avez l'occasion de dormir, ça peut servir de coussin. Donc en fait, il y a un fond de vérité dans ces clichés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de reporters qui ressemblent pas à ça. Et après, moi je pense aussi que c'est bien de passer inaperçu et de pas forcément se faire repérer. J'avais aucune fascination pour le Moyen-Orient, je dois dire, parce que j'avais sans doute beaucoup de préjugés en tant que femme, en tant que féministe. En fait, je suis allée au Liban pour travailler pour une agence de presse, mais je suis pas restée dans cette agence de presse. Je travaillais déjà pour Arte à Paris, et donc je me mets à travailler en indépendante pour le journal d'Arte. Je travaillais aussi pour Europe 1 à ce moment-là, en tant que correspondante. Donc déjà, Beyrouth, c'est une bonne école, le Liban, parce que si vous voulez aller faire des interviews avec le Hezbollah, on n'y va pas avec n'importe qui. Si vous voulez aller dans d'autres régions, il faut adapter à chaque fois ses conditions de reportage. Donc ça, c'était une bonne école déjà, le Liban. On est dans un contexte à ce moment-là effervescent. La Tunisie, fin 2010, il y a des révoltes. Après, c'est l'Égypte, après, c'est la Libye. Et j'ai raté la place Tahrir parce qu'il se passait plein de choses au Liban. Ça se soulevait, ça tirait dans certains quartiers qui sont connus pour être des quartiers très chauds et qui déclenchent en général des événements. Et Europe 1 m'a appelé en disant tu peux aller au Caire. Arte m'appelle aussi en disant tu peux aller au Caire. Et moi, je dis non mais là, Beyrouth est en train de chauffer. Et en fait, Beyrouth s'est calmé et Tahrir s'est soulevé. Et 2 jours après, je dis non mais je peux aller au Caire. Et c'était trop tard. Donc quand la Libye est arrivée, je me suis dit bon là, je vais pas rater le coche et je vais aller voir ce qui se passe.
En février 2011, donc moi j'arrive à Benghazi. Benghazi vient d'être libéré et en fait 10 jours après, il y a une contre-offensive kadhafiste. Et là, c'est les bombardements, c'est les lignes de front. Et en 2011, je vais passer beaucoup de temps en Libye. Je vais couvrir la chute de Tripoli, la dernière bataille, la bataille de Sirte. Donc ouais, moi, mon baptême, on va dire, c'est la Libye. Ce qui m'anime, c'est ce moment où l'histoire se passe, où on est au cœur d'un événement où on sait qu'avant c'était comme ça et après ça sera plus jamais pareil et que c'est en train de se passer et vous êtes moi je suis un petit témoin de l'histoire en cours et que je le raconte après à ceux qui sont pas là, quoi. J'ai pas d'attrait ou de fascination pour les puissants. Par contre, les gens ordinaires qui sont pris dans des conditions, dans des situations extraordinaires comme des guerres, des révolutions, ça je trouve ça fascinant. Et c'est pas toujours glorieux, ça veut pas dire que tous les gens se révèlent des gens bien, mais moi c'est ça qui m'intéresse, de raconter ces gens-là, comment ils réagissent, comment ils vivent, c'est des révélateurs et ça me nourrit aussi. Et il y a aussi d'autres principes qui sont importants, qui sont des principes propres au journalisme. Ce principe de check and balance, où il faut aller voir, vérifier ce qui se passe, quand par exemple la France intervient dans des pays en notre nom, au nom des citoyens, au nom de la démocratie, aller voir ce qui se passe sur place, vérifier. Et quand on est sur des terrains de conflit, pour moi, on fait du journalisme à 200%. On arrive dans des endroits où on ne sait pas forcément ce qui se passe, on a des échos, mais c'est à nous de comprendre, c'est à nous de vérifier, c'est à nous de raconter, de décrypter, de raconter qui sont les gens. Et après, c'est surtout des circonstances pour moi où quand on a une caméra, la réalité est tellement plus forte qu'on arrive à capter des moments bruts. C'est-à-dire que tout le monde oublie que vous avez une caméra. Et donc, il y a la possibilité de capter le moment tel qu'il est, de capter cette réalité. Et ça, c'est très fort. Et après, de pouvoir la restituer dans des histoires, que ce soit des 2 minutes 30 ou des reportages, et de pouvoir diffuser cette situation, raconter cette situation à des gens qui en sont pas là. Ouais, c'est des moments uniques, ouais. Je pense qu'il y a plein de choses qui s'apprennent sur le terrain parce que je pense qu'il faut une grande capacité d'adaptation. Il n'y a pas une zone de guerre, il n'y a pas une ligne de front qui ressemble à une autre. Donc après oui, c'est vrai de savoir comment couper des menottes en plastique avec des lacets, ça peut être utile. Ou moi je pense que ce qui est le plus utile c'est les soins de première urgence. Mais ça je pense que tout le monde devrait, reporter de guerre ou pas, tout le monde devrait avoir une formation en soins de première urgence. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en regardant mes confrères, quand j'étais avec d'autres confrères qui étaient plus expérimentés. Malheureusement, moi, je pense qu'il y a un arbitraire sur les terrains de conflit qui fait que parfois, on peut tout faire bien, et puis le pire se passe. Mais à partir du moment où vous posez le pied sur un terrain de conflit ou de post-conflit, on a très peu de contrôle sur les choses. Donc, il faut accepter ça. À partir du moment où on fait ce type de reportage, voilà, on croise des confrères ou des consoeurs qui le font aussi. Donc on s'entend pas tous bien, on n'est pas tous amis. En tout cas, il y a une solidarité quand même très importante, peut-être parce qu'on sait que c'est difficile. Par exemple, en Libye, sur la bataille de Sirte, on était un groupe de journalistes indépendants, italiens, espagnols, américains. On n'était pas très nombreux, une poignée, et on était là et on restait. Et on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, on n'avait pas forcément beaucoup d'énergie parce qu'on commençait à être très très fatigué. Et bien ça crée une communauté d'expérience quand vous êtes coincé dans une embuscade et que ça tire de partout et que vous savez pas comment vous allez en sortir. Et bien c'est des moments uniques et oui, on les vit ensemble.
Et après, oui, la spécificité des reportages de guerre, c'est la mort, tout simplement. C'est on voit déjà beaucoup de gens mourir et on est confronté à notre propre mort. Et donc ça, c'est une idée dérangeante, forcément. Mais personne nous force non plus à aller sur ces terrains-là. Moi, j'aurais très bien pu aller couvrir ces manifestations en Libye, me retrouver sous les bombes ou en Syrie et me dire bon, c'est pas pour moi et ça ne m'intéresse pas. On n'est pas des héros, on fait un métier, on fait un travail qui est particulier parce que c'est sur un terrain particulier. Mais nous, on a le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Alors oui, on risque nos vies, on est confronté à la mort, il faut être clair là-dessus. On n'en sort pas tout le temps indemne, même si on n'a pas de blessure physique. Mais on a le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et ça, c'est très important. On n'est pas comme les populations civiles qui subissent souvent ces guerres. Ces populations, elles restent. Nous, on s'en va. Moi, on me pose souvent cette question-là, mais vous n'avez pas peur ? Évidemment que j'ai peur. Et d'ailleurs, comment je pourrais raconter ces histoires ou ces gens sur un terrain où tout le monde a peur ? Sur un endroit où tout le monde a peur. Donc oui, il faut la ressentir, cette peur. Et je pense qu'en plus, la peur est saine, elle est bonne conseillère. Et tout l'enjeu est de la contrôler. Moi, je trouve ça effrayant, les confrères ou des gens qui vous disent « Ah non, mais moi, j'ai pas eu peur » ou « J'ai pas peur ». Ça fait un peu mort-vivant, c'est-à-dire on ressent plus ses émotions. Comment on peut raconter ces histoires-là ? Et puis de devenir insensible. Moi, par exemple, j'ai jamais fait de cauchemar. Je fais pas de cauchemar. Ça m'a jamais empêché de dormir. Ça veut pas dire que ça m'a pas changé. Ça a pas changé mon caractère. Ça a pas eu un impact sur ma vie. Et parfois, c'est dérangeant de se dire que la guerre, qui est un événement aussi cruel, injuste, douloureux, prend autant de place dans la vie professionnelle et forcément personnelle. Donc oui, ça nous change. C'est difficile parce que quand vous voyez tellement de choses horribles, tellement de choses, tellement de morts, tellement d'injustices, c'est difficile de pas tout mettre à distance et de pas tout mettre au même niveau. Parce que c'est aussi un moyen de se protéger, de pas ressentir tout ça. Mais moi je pense qu'il faut continuer à être vivant. Moi, je croyais vraiment pas qu'il allait se passer quoi que ce soit en Syrie, parce que y avait cette dictature qui tenait le pays d'une main de fer. Je me dis qu'il va rien se passer, que le pays va pas se soulever, et en fait, j'avais tort. Sans images comme celle tournée en décembre par notre envoyée spéciale Sophie Nivelle-Cardinal, nous aurions du mal à imaginer ce qui se passe en Syrie au quotidien depuis 10 mois. De la mosquée s'élève la triste litanie. Le muezzin annonce le nom d'un mort, un nouveau martyr. C'est déjà la 3e fois ce matin-là, dans le centre-ville de Homs. Il est à peine 9h. À suivre.